Bonjour Général Ghislain Réty, merci d'être dans ce studio. Vous êtes le commandant de l'élite, de l'unité d'élite de la gendarmerie, le GIGN. Le GIGN qui est connu et même reconnu dans le monde entier. Vous êtes militaire, votre parole est donc rare. Merci d'avoir choisi RMC ce matin. Le GIGN a 50 ans et il a été fondé juste après les attentats de Munich, après les Jeux Olympiques de 1972. Et cette année, c'est nous qui accueillons les Jeux. Comment on se prépare? On va voir avec vous les différents scénarios auxquels vous faites face, la menace, la manière dont on s'entraîne quand on est membre du GIGN, mais en particulier pour les JO et la cérémonie d'ouverture qui concentre toutes les attentions. Comment vous faites? Vous simulez les éventuelles situations qui peuvent intervenir? Comment on fait? En fait, les Jeux Olympiques ne changent pas fondamentalement nos entraînements. On s'entraîne au quotidien sur les scénarios les pires. Donc, ça peut être des prises d'otages, ça peut être des enlèvements, ça peut être des attaques, ça peut être des traques. Et la particularité des Jeux Olympiques, c'est la multiplicité des sites et la coordination avec l'ensemble des acteurs. Coordination avec nos homologues de la BRI et du RAID, coordination avec les secours, coordination avec les autorités, et on fait beaucoup de dossiers d'objectifs. Donc on va travailler sur les sites principalement où il y aura des épreuves, mais aussi sur les sites qui hébergeront des équipes, sur les moyens de transport. Donc voilà, c'est une préparation un peu plus intense que d'habitude, mais les fondamentaux restent inchangés. Les fondamentaux restent inchangés. Il y aura 350 membres du GIGN qui seront mobilisés. Rien que sur la cérémonie d'ouverture, c'est un tiers de vos effectifs à peu près. Vous serez mobilisés sur quelle action en particulier, en vous distinguant justement des deux autres dont vous parliez, la BRI et le RAID? Alors en fait, pour la première fois, avec le RAID et la BRI, on s'est partagé, on va dire, les sites et les missions. C'est-à-dire que théoriquement, il y a une compétence territoriale. On a fait complètement abstraction de cette compétence territoriale. Vous êtes mis tous ensemble. Vous avez décidé d'allier vos forces. Exactement. Voilà. On va raisonner avec une seule unité. Les trois unités n'en formeront qu'une. Les trois unités d'élite qui se répartiront donc les différents lieux. On imagine aussi que toute l'attention va se concentrer sur la cérémonie d'ouverture, sur les lieux de la cérémonie d'ouverture. Mais est-ce que ça veut dire que ce jour-là, le reste de la France, le reste du territoire, sera en quelque sorte moins protégé? Pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. On va aussi intensifier les alertes et les permanences et les réserves d'intervention sur les autres sites. La menace, elle est sur tout le territoire potentiellement national, métropole et outre-mer. Donc il y aura bien sûr un focus qui sera fait sur cette cérémonie d'ouverture, au regard notamment de la médiatisation, mais on maintiendra tous nos dispositifs d'alerte prêts à intervenir sur l'ensemble des sites du territoire national. Général, je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio que vous êtes en uniforme ce matin, mais le jour J, est-ce que vous serez fondu dans la foule ou est-ce qu'on pourra vous repérer? Alors, il y aura un mix des deux. Je vois vous me dites ça très... Voilà, un mix des deux. Mais vous ne révélez pas toutes vos cartes. Non, mais nous restons une unité d'intervention. Donc, bien évidemment, on sera équipé avec tout notre armement, tout notre équipement. Ça va des moyens hélicoptères, des véhicules blindés. On sera effectivement de manière un petit peu plus discrète sur d'autres sites, Où est-ce que notamment vous vous entraînez en ce moment? C'est-à-dire, vous vous entraînez sur quoi en particulier? Est-ce que vous avez des lieux dans lesquels vous vous entraînez? Alors, on essaie déjà de s'approprier les sites où il y aura des épreuves. La Seine, les quais de la Seine, évidemment, en particulier. Les quais de la Seine, mais aussi les autres sites. Je pense notamment, ça peut être, je ne vais pas citer de sites parce que sinon on va devenir anxiogène, mais en fait tous les sites où potentiellement il y a des Jeux Olympiques, les camps de base, et après on s'entraîne sur des bâtiments et les nouvelles menaces n'effacent pas les anciennes. On continue à s'entraîner sur des avions, on s'entraîne sur des trains, on s'entraîne sur des bus, on s'entraîne sur toutes les cibles qui peuvent être visées par les terroristes. Le retour de la menace terroriste qui n'était jamais véritablement partie, mais qui s'est réveillée à nous après le drame qui a eu lieu à Moscou et la prise d'otages et l'attaque dans le théâtre de Moscou. Ce type d'intervention, ce type de drame, vous y êtes préparé en permanence. Vous êtes capable de dégainer, si je puis me permettre, à tout moment? C'est la menace la pire à laquelle on se prépare depuis 50 ans. Donc on va là aussi intensifier notre préparation dans ce domaine-là. C'est pas pour autant que la menace est plus prégnante. C'est juste qu'on se prépare à ce type de scénario, ce qu'on appelle les prises d'otages de masse ou les tueries de masse, telles qu'on a eues dernièrement à Moscou. Marignane, c'est vous? Marignane 94. Marignane 94, c'est vous, cette prise d'otage donc par le GIA, leur libération par le GIGN. Depuis, vous réalisez 2800 missions par an. Ça veut dire qu'il y a en fait beaucoup d'interpellations, de trafic d'armes, de stupes,
qui sont un peu, je dirais, hors des écrans radars. Ça n'est pas toujours spectaculaire et heureusement dans un sens. Non, effectivement, la menace terroriste reste très marginale. Enfin, ça correspond à un petit volume de nos missions. Nos principales missions, vous les avez citées, c'est des missions dites de police judiciaire, c'est-à-dire qu'on va prêter notre concours à des unités de gendarmerie ou de police, ou d'autres services d'ailleurs, pour interpeller des individus qui sont considérés comme dangereux ou qui nécessitent un mode opératoire que les autres unités d'intervention ne peuvent pas disposer. Donc ce sont effectivement des trafiquants d'armes, des auteurs d'homicides, des trafiquants de stupes, c'est tout ce grand banditisme qui correspond à notre activité quotidienne. Et vous êtes également présent à l'étranger, notamment pour protéger les représentants de la France, les ambassadeurs. C'est le cas en ce moment en Haïti où vous êtes présent. Quelle est votre mission là-bas ? Alors effectivement, on est présent sur une dizaine actuellement de pays dits sensibles pour la protection des ambassadeurs. On est en Irak, on est en Ukraine et on est à Haïti qui nous occupe beaucoup en ce moment puisque les gangs ont repris un petit peu le pouvoir. C'est un des lieux aujourd'hui, vous diriez, les plus dangereux. Par rapport à la menace qui nous concerne, nous, oui. C'est là où il y a un risque majeur pour l'ambassadeur dans ses déplacements ou même quand il est à la résidence ou à l'ambassade. Et vos troupes, elles forment donc l'excellence, je le disais, puisque c'est donc des unités d'élite, ces 3 unités d'élite de la défense en France. Comment sont formées vos troupes ? Alors, ça démarre par une sélection qui est assez drastique, puisque sur 300 candidats, au final, par an, j'en retiens une quinzaine, voire une vingtaine. Donc on est sur du 1 pour 15, 1 pour 20. Voilà. Ensuite, il y a un parcours de formation dite initiale qui dure 1 an. 1 an où le militaire apprend tous les fondamentaux de l'intervention, de la libération d'otages, donc du tir, de la manipulation des explosifs, voilà, pour être prêt à être opérationnel au bout d'1 an. Et ensuite, sa formation, bien évidemment, continue. Il va pouvoir acquérir d'autres spécialités, acquérir de l'expérience, puisqu'il va faire quasiment toute sa carrière au GIGN. Toute sa carrière au GIGN. Un mot sur l'armement. Est-ce que votre armement a évolué ? L'armement a fondamentalement évolué et on développe encore de l'armement. Il y a beaucoup de choses qu'on développe par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas sur étagère, donc on se rapproche de... On ne trouve pas sur étagère, cette formule est extraordinaire, j'avoue, venant de vous, Général. C'est pas en libre service, vous le trouverez pas sur Amazon. C'est pas devant le comptoir, c'est derrière le comptoir. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, effectivement, le terme étagère est un peu peut-être mal compris. C'est que même les grandes entreprises ne fournissent pas un produit adapté réellement. C'est vraiment des armes spécifiques. Exactement. Donc là, on est en train de développer une nouvelle arme avec une nouvelle munition sur la base d'une existence. Et on le fait dans des tas de domaines actuellement. On a une centaine de projets qui sont innovants, qui pourraient faire l'objet d'un brevet. Parce que d'un brevet et d'un film. Moi, j'imagine tout de suite le scénario. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, Général. Mais j'avoue que quand vous nous dites que vous êtes en train de développer des armes vraiment absolument spécififiques et singulières, c'est vrai d'abord, on est rassuré de savoir que vous existez. C'est vrai, pardon. Mais je trouve, j'en profite aussi pour vous remercier, je pense, au nom de tous les Français, de la vigilance et évidemment des actions que vous menez. Merci d'être venu dans ce studio. Général Ghislain Areti, donc commandant de l'unité d'élite de la gendarmerie, le GIGN. Merci à vous.